Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Dufault et je suis directrice de projet au Cyrano, responsable des grands projets de collaboration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir en webinaire pour un séminaire intitulé Innovation ouverte et écosystème d'innovation, implication pour le secteur public. Le déploiement d'initiatives d'innovation ouverte est risqué et exigeant pour toutes les organisations, mais plus particulièrement pour les organisations du secteur public. Aujourd'hui, M. Simon Bourdeau va présenter le résultat de recherche où ils ont identifié les défis ainsi que les bonnes pratiques afin d'augmenter les probabilités de succès. Rapidement, je vais nommer les auteurs du projet. On a M. Simon Bourdeau qui va présenter aujourd'hui, Thibault Coulon, Amandine Pascal et Mathieu Templier. Donc, M. Bourdeau est professeur agrégé au département de management et de technologie de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il donne différents cours en technologie de l'information et en gestion de projet, en plus de siéger à différents comités pédagogiques et administratifs. Et M. Bourdeau est chercheur et fellow Cyrano depuis, j'allais dire 1912, depuis 2012. Donc, Ah. alors, je Ben, vais faire la parole, puis je vais inviter les gens qui écoutent à poser des questions dans le petit onglet questions-réponses et on va répondre à la fin. merci beaucoup, Geneviève, pour cette introduction. Effectivement, depuis 2012, je suis fellow Cyrano, mais j'ai commencé autour des années 2000 comme professionnel de recherche préalablement. Donc, merci pour cette introduction. Effectivement, je suis le représentant d'une équipe. Donc, avec Thibault, Amandine et Pascal, on a travaillé sur ce projet-là. Donc, il y a un rapport Cyrano qui est également disponible. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous faire un résumé des principaux points. On m'a dit 35 à 40 minutes pour faire le tour d'un rapport assez costaud. Donc, il y a des éléments importants que je vais présenter, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions, à nous écrire directement et ou à consulter le rapport. Le reste de l'équipe est très important. C'est moi qui présente aujourd'hui, mais la matière grise de l'équipe, c'est vraiment Thibault, Amandine et Mathieu. Donc, sans plus tarder, je me lance dans la présentation. Donc, l'agenda, une mise en contexte rapide du contexte. Vous parlez du mandat. Donc, c'était quoi un peu les objectifs? Parce que oui, on a identifié des défis et des bonnes pratiques, mais on va essayer de contextualiser comment on le fait également à travers la revue de littérature, la méthodologie, les résultats, les études de cas aussi, où on est allé voir plus en détail comment ces défis-là et ces bonnes pratiques-là se sont déployés, comment les organisations les ont surmontés. Et une petite conclusion pour se garder une quinzaine de minutes au moins pour pouvoir échanger questions-réponses. Donc, la mise en contexte. Donc, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que les organisations du secteur public font face à une quantité phénoménale de défis sans précédent. Dernièrement, il y a eu la pandémie, crise financière, vieillissement, évolution technologique, consommation des services. Bref, il y en a un paquet. Et donc, les organisations du secteur public sont confrontées à ces défis-là et doivent y faire face. Ils se retrouvent dans un environnement où il y a beaucoup de volatilité, d'incertitudes grandissantes, de plus en plus complexe, le nombre d'intervenants, d'interactions, avec une ambiguïté toujours plus grande, avec un rythme de changement plus important. Afin de surmonter ces défis-là, on l'a entendu souvent depuis le début de la pandémie, les organisations du secteur public, tout comme les individus, doivent se réinventer pour pouvoir s'adapter et survivre dans ce monde-là en perpétuel changement. C'est bien beau innover, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, innover, il y a plusieurs définitions. On va ici le contextualiser dans le contexte. On va l'appliquer au contexte des organisations du secteur public, mais grosso modo, c'est de prendre une idée puis de la déployer de façon à atteindre certains objectifs. Puis des fois, le niveau d'innovation va varier d'une organisation à l'autre, mais grosso modo, quelque chose de nouveau pour une organisation, aussi bien dans sa façon de faire, dans ses produits, dans ses services, dans l'expérience qu'elles offrent à ses clients. Si jamais je vais trop vite, c'est ça, je vais rentrer dans le 40 minutes, vous me ferez signe, ou si vous jamais il y a des éléments que vous voulez que je répète. Ça a été démontré, donc, grosso modo, l'innovation de façon générale plus classique amène une multitude de bénéfices, aussi bien pour les organisations privées que pour les organisations publiques. Mais en termes d'organisation publique, on voit une amélioration au niveau de la qualité, des coûts, de la rapidité, la satisfaction. Bref, il y en a un paquet. Mais l'idée ou le défi, c'est de voir comment on va le faire pour les organisations. Parce qu'une organisation du secteur public, mais en fait, toutes les organisations vont
devoir ou innover ou innove. Il y a différents déclencheurs à l'innovation, mais ça se fait rarement seul. Une organisation va rarement ou un groupe va rarement innover de façon isolée. Ça va se faire en groupe. Et donc, du point de vue des organisations du secteur public, les mêmes questions peuvent se poser pour les organisations du secteur privé, c'est comment est-ce qu'elles peuvent mieux innover, d'accord? Et une des solutions, une des avenues envisagées, c'est de collaborer avec des partenaires, aussi bien privés, publics, pour aller chercher des ressources, des idées, des technologies, des marchés pour mettre ça ensemble, parce que la nature même des défis sont de plus en plus complexes et l'expertise, les connaissances se retrouvent un peu partout. Donc, le but, ça va être d'amener l'intégration de ces perspectives-là et ces connaissances-là variées pour répondre à certains défis, certaines problématiques. D'accord? Et on va appeler ça donc de l'innovation ouverte lorsqu'on va intégrer différentes connaissances, différents points de vue qui viennent de différents endroits. Et très souvent, les initiatives d'innovation ouverte, on va retrouver des partenaires aussi bien privés, publics, académiques que le citoyen. Il peut y avoir différents intervenants et ça va être la mise en commun de ces connaissances-là, de ces savoir-faire-là. La manière dont on va déployer l'innovation ouverte, en fait, il y a une multitude d'approches et de pratiques très, très variées qui vont changer selon les pays, selon la culture, selon le contexte, selon la finalité. Et en fait, du point de vue en fait, d'une organisation du secteur public, c'est se demander bien, quelles pratiques on devrait mettre en place pour essayer de répondre à nos besoins et d'innover le plus efficacement possible. Donc, c'est un peu la question de départ qu'on avait qui a orienter les deux principaux objectifs de notre mandat. Donc, le premier, comme Geneviève l'a mentionné, ça a été d'identifier des défis, des bonnes pratiques de mise en place de démarches d'innovation ouvertes du point de vue d'une organisation du secteur public. Donc, comment on se positionne, c'est quoi les défis, c'est quoi des pratiques qu'on peut déployer. Donc, on a pris une certaine approche. On ne dit pas qu'on a la vérité infuse, mais certaines pistes de réflexion qui, on l'espère, vont pouvoir aider les organisations à être plus efficaces dans leur manière d'innover et surtout de revoir peut-être leur rôle et ce qu'on doit mettre en place. Et la deuxième étape a été d'aller voir en fait concrètement dans deux études de cas, dont Pulsar et la CISAM. Je vais vous les présenter un peu plus tard. Donc, comment ces défis-là se déploient et comment ces bonnes pratiques-là sont vécues. D'accord? Pour ce faire, rapidement, au niveau de la méthodologie, donc, il y a eu encore là deux étapes. La première étape pour identifier les bonnes pratiques et les défis, on est parti d'études de cas. Donc, il y a l'OCDE à travers l'Observatoire d'innovation du secteur public qui propose une série d'études de cas. En fait, des cas qui sont exemplaires ou des cas de succès qui sont décrits. C'est des cas de 4 à 7-8 pages qui décrivent grosso modo c'est quoi le contexte, l'innovation, les défis, bref, qui décrit un peu le tout. Et nous, on est parti de ces études de cas-là. On a couvert la période 2009 à 2020. Donc, on a extrait 253 études de cas qui étaient des succès, dans lesquels il y avait un rôle central au niveau les organisations du secteur public. Et on a fait une analyse de là. Et c'est à partir de ces études de cas qu'on a identifié une liste de défis et de bonnes pratiques qu'on va vous présenter dans quelques instants. Au niveau des peut-être un peu plus d'informations, donc les innovations portaient surtout sur des innovations liées avec des produits, mais on a eu des études de cas où les innovations portaient sur les façons de faire, les processus, au niveau organisationnel, la gouvernance ou de la communication, avec les différents types de partenaires impliqués. Donc, des fois, il y a plus de 2, 3, 4 partenaires selon la nature du cas. Donc, ça, c'était pour la partie études de cas. Recensement. Et pour la partie étude de cas, excusez-moi, on a identifié deux cas, donc Pulsar et CISAM. L'important pour nous, c'était d'avoir accès au terrain, bien entendu, mais d'avoir un ensemble d'organisations multilatérales qui venaient de plusieurs champs, donc aussi bien académiques, privés, publics. Les organisations du secteur public devaient jouer un rôle central et la manière dont on collectait les données, donc on a fait des entrevues avec des intervenants clés et on a également eu accès à une panoplie de documentation aussi bien historique au niveau du fonctionnement pour être capable de bien caractériser ces deux études de cas. On rentre dans le vif du sujet. Donc, dans la première étape, on a identifié 17 défis, en fait, auxquels sont confrontées les organisations du secteur public lorsqu'on veut déployer des innovations, des initiatives d'innovation ouverte. On a regroupé ces défis-là dans quatre catégories. Donc, le premier, c'est les défis touchant à la collaboration entre les organisations ou les partenaires. La deuxième catégorie, c'est le processus en tant que tel d'innovation.
Le troisième, c'est l'implication des citoyens. Et le quatrième, c'est les défis rattachés aux données et aux technologies. Donc, je vais les passer rapidement parce que je pense que ça vaut la peine de mettre ça de l'avant. Vous allez voir que c'est des défis qui concernent beaucoup des organisations du secteur public, mais en fait, on peut probablement très facilement, même si on ne l'a pas fait, appliquer dans des contextes d'innovation ouverte impliquant des entreprises privées ou bien des innovations, des initiatives d'innovation ouverte où l'entreprise privée joue un rôle central. Donc, le premier défi, en fait, qui a été identifié, c'est de maintenir l'implication des partenaires tout au long d'initiatives d'innovation ouverte. Aussi bien, donc, comprendre pourquoi les partenaires vont s'impliquer, ça va être quoi leur rôle, et à travers, parce que ce genre d'initiative-là peut être long, ça peut être laborieux, et on va voir que les organisations n'ont pas toujours le même rythme. Et maintenir l'intérêt, le momentum, si on veut, est un défi en soi. Et c'est là souvent que les organisations du secteur public jouent un rôle central, tout le travail invisible nécessaire pour maintenir cette implication-là. Il y a aussi développer un langage commun, donc qu'on soit capable de se comprendre parce qu'on a des citoyens qui parlent des entreprises privées, qui parlent à des gens du milieu académique, qui parlent à des représentants d'organisations publiques. Ben, ce n'est pas toujours le même langage, ce n'est pas la même façon de faire, donc on doit s'assurer que tout le monde se comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parlant de longueur d'onde, c'est important aussi d'avoir une vision commune, d'accord, qui va rallier tous les points de vue, qui va permettre de guider, en fait, l'ensemble des prises de décision et toutes les actions vont cibler la même vision. Et chaque partenaire, chaque partie prenante doit aussi se reconnaître dans cette vision-là. Donc, ça, c'est un défi en soi. Il va y avoir éventuellement, puis c'est rattaché avec le dernier point également, donc le partage d'informations, de connaissances. Donc, oui, on va divulguer, mais il faut faire confiance, il faut s'assurer que ce soit de l'information, qu'il y ait un retour d'ascenseur. Il y a l'aspect légal aussi, l'aspect éthique, tous ces aspects-là à clarifier. L'aspect aussi de sécurité, on en reparle un peu plus tard dans l'aspect technologique, mais c'est des défis auxquels les organisations secteur public, mais l'ensemble des partenaires dans une initiative d'innovation verte sont confrontés. Et bien entendu, la confiance est un élément assez important à maintenir, à développer et à faire respecter durant toute l'initiative. La deuxième catégorie de défis porte sur le processus d'innovation en tant que tel. Donc, le premier défi, c'est d'identifier et surtout d'obtenir les ressources, l'expertise, les connaissances qui soient déployées, disponibles pour faire en sorte que l'initiative réussisse et savoir d'où ça va venir, qui est responsable de quoi et c'est quoi les parties. Et quand on parle de ressources, c'est aussi bien de l'argent, du temps, de l'expertise, des marchés, des technologies, donc au sens large. Le deuxième défi, ça va être de surmonter, d'identifier puis de surmonter les lourdeurs structurelles et processuelles parce que les organisations doivent des fois rendre des... Donc, il y a des lois, il y a des façons de faire dans les organisations qui ne sont pas toujours cohérentes ou concordantes d'une entreprise à l'autre et s'assurer de mettre en place des mécanismes qui sont légers, efficaces, mais qui vont permettre à l'initiative de bien fonctionner. Faire comprendre aussi à différents partenaires qu'on n'est peut-être pas toujours soumis aux mêmes réglementations, lois et pressions. Donc, comprendre la réalité de chacun, chacune, ça peut être assez important parce que des fois, l'entreprise privée n'a pas les mêmes façons de faire que les citoyens puis le milieu académique. Bien entendu, dans toute initiative, parce que quand on regarde une initiative d'innovation ouverte, on peut voir ça comme un projet. Un projet va amener des nouvelles façons de faire, des changements, et dans tout changement, petit ou gros, il va y avoir différentes formes de résistance au changement. Donc, identifier qu'est-ce qui est resté, pourquoi, comment on peut s'assurer. La résistance au changement peut être bénéfique parce qu'on peut avoir l'information qui nous permet de nous réajouter, mais s'assurer d'être conscient de tout ça. Respecter aussi les réalités temporelles. Ce qui arrive dans des initiatives où on a, encore une fois, des partenaires qui viennent de milieux différents du public, du privé, l'académique, les citoyens, on n'a pas les mêmes réalités temporelles. Très souvent, on dit que dans le milieu privé, on a un temps court ou très, très rapide avec des objectifs trimestriels et autres. Alors, à l'opposé, des fois, dans le milieu académique, le temps est plus long. On a un temps long où les objectifs, le rythme n'est pas le même. Et concilier tout ça peut être un défi lorsqu'on veut mettre sur pied des initiatives d'innovation ouverte. Bien entendu, obtenir le support, l'implication, l'engagement de la direction des différentes parties prenantes, c'est important. Cela est important lorsqu'on met un projet en place. Cela est d'autant plus important lorsqu'on a des partenaires qui viennent de plusieurs organisations. S'assurer qu'on a vraiment le support, que les ressources sont là et que l'intérêt est maintenu.
Et finalement, il ne faut pas être naïf, il faut être capable de savoir et d'anticiper justement tous les enjeux politiques, donc de les nommer, de les cibler et de voir comment ça peut venir soit devenir des leviers ou des freins dans l'initiative en tant que telle. D'accord? Donc, ça, c'est les défis rattachés au deuxième volet. Le volet 3 et le volet 4, il y a un peu moins de défis. Les deux principaux portaient sur vraiment la collaboration et le processus d'innovation en tant que tel. Maintenant, au niveau de l'implication citoyenne, donc le premier défi qui a été identifié, c'est de bien connaître justement les particularités et le contexte des citoyens. Comment, donc, dans quel contexte ils vivent au niveau culturel? Est-ce que c'est des gens qui sont immigrants? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes jeunes? Quelle réalité? Donc, s'assurer de couvrir tout le monde, avoir une inclusion sociale la plus importante pour avoir une portée la plus importante. Bien entendu, selon la nature même du projet en tant que tel, ça va varier, mais il faut avoir cette sensibilité-là lorsqu'on veut avoir aller chercher des idées puis avoir une portée beaucoup plus inclusive dans notre projet. Par la suite, en lien avec le premier point, je dirais, c'est de s'assurer aussi d'utiliser les bons canaux de communication pour rejoindre les bonnes personnes au bon moment selon leur réalité, qui soit le plus simple possible, le plus porteur et le plus clair. Au niveau du canal en tant que tel, au niveau des messages, du format, du langage, tous ces éléments-là sont importants à prendre en considération. Et finalement, un peu comme on l'avait au niveau des différents partenaires, s'assurer d'avoir le maintien des citoyens, clarifier aussi c'est quoi leur rôle, leur rapport, à quel moment, selon la phase du processus et selon la nature même de l'initiative qu'on veut mettre sur pied. La quatrième catégorie de défis porte sur l'aspect données technologiques. Donc, bien entendu, les infrastructures technologiques des différents partenaires, l'intégration, la mise en place d'une nouvelle infrastructure peut venir complexifier. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des connaissances. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut que ce soit le plus simple possible, mais le plus efficace en fonction des canaux et des structures qu'on veut mettre en place lorsqu'on met une initiative de ce type-là sur pied. Et finalement, s'assurer, et ça c'est un point, un enjeu majeur entre autres, on va le voir dans le cas avec Pulsar, donc la gouvernance des données. Donc, qui a accès aux données, sous quel format, de quelle manière, est-ce que c'est sécurisé, tous ces éléments-là donc doivent être pris en considération le plus tôt possible dans le projet ou l'initiative qu'on veut mettre sur pied. Donc, j'espère que ça va pour vous. Si jamais encore une fois vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à prendre la section questions-réponses et de partager ça avec nous. Donc, ça, c'était le premier volet. Donc, on avait les défis. Le deuxième volet de notre étude était d'identifier les bonnes pratiques. D'accord? Donc, on a identifié au total 18 bonnes pratiques ou actions organisationnelles, donc pour supporter la mise en œuvre d'initiatives d'innovation ouverte. On a voulu essayer d'organiser en fait ces 18 bonnes pratiques pour faire du sens et on a utilisé la notion des capacités dynamiques. Donc, quand on parle de capacités dynamiques, il y a les capacités de détection, de capture et de transformation. Si on transfère ça dans un domaine d'innovation ouverte, la détection, c'est grosso modo être sensible à ce qui se passe dans l'environnement, les enjeux, voir qu'est-ce qu'on pourrait venir éventuellement prioriser. La notion de capture, on passe plus à l'évaluation. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter l'initiative qu'on voudrait mettre en place? C'est quoi les coûts? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi les risques? C'est quoi les enjeux? Où sont les partenaires? Où sont les connaissances? Et on peut déjà commencer à tester certaines idées. Et la partie transformation, c'est comment on rend ça plus pérenne, plus concret et on s'assure de livrer éventuellement de la valeur pour l'ensemble des partenaires de notre initiative et ou de notre écosystème, tout dépendamment comment on définit ces éléments-là. D'accord? On a voulu essayer d'organiser ces actions, ces bonnes pratiques-là. Bien entendu, ici, on va rapidement vous présenter les libellés, les décrire. Dans le rapport, c'est un peu plus décrit en détail et il y a des exemples concrets à quoi ça pourrait ressembler. Et d'autant plus qu'on a pris le cas Pulsar, le cas CISAM pour dire voici comment ces deux écosystèmes-là ont déployé ces activités-là, d'accord, ou ces actions-là. Donc, au niveau de la détection, on a regroupé les actions, les bonnes pratiques en trois éléments. Donc, toutes les actions qui nous permettent de mieux comprendre les parties prenantes, les acteurs dans notre écosystème, dans notre environnement. On a toutes les actions qui permettent justement de promouvoir les relations, apprendre à se connaître, savoir c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui existe comme lien et finalement, les sources potentielles de connaissances, d'expertise qu'on pourrait éventuellement utiliser pour faire avancer ou pour mettre sur pied l'initiative d'innovation ouverte.
D'accord? Donc, ici, les BP, on les a numérotés BP1 à BP18 simplement pour se repérer. Il n'y a pas de niveau d'importance, mais je vais y aller par ordre numérique. Donc, la première, donc favoriser une culture d'ouverture et d'expérimentation. Donc, ça, c'est du point de vue d'une organisation du secteur public. On se retrouve souvent dans des bureaucraties avec des lourdeurs législatives et autres, mais déjà de mettre en place à l'interne ce genre de culture-là, de permettre la prise de risque, d'avoir des petites initiatives qui permettent de changer la culture, l'ouverture vers les idées vont favoriser la mise en place éventuellement et le déploiement d'initiatives d'innovation ouverte. On a généré et collecté des idées à l'aide de différentes plateformes numériques. Donc, d'utiliser les plateformes numériques, de la connaissance qu'on a chez les partenaires, mais chez nos citoyens pour aller chercher des idées, des pistes de solutions, de mettre en place des hackathons, ce genre d'initiatives-là, simplement pour stimuler l'intérêt puis pour voir où sont les préoccupations et les idées des citoyens. Il va y avoir ici impliquer les partenaires à l'aide de plateformes. Donc, utiliser les plateformes pour chercher les idées, mais aussi pour échanger, pour aller chercher le pouls, pour pouvoir communiquer et coordonner les échanges. Donc, souvent, les organisations du secteur public vont jouer un rôle central pour mettre en place cette plateforme-là, pour jouer le rôle de médiateur, pour lancer les initiatives. Donc, ça prend quelqu'un qui prend en charge ce rôle-là. Et très souvent, c'est les organisations du secteur public qui vont devoir s'investir pour faire en sorte que créer l'intérêt, l'implication et le momentum. Organiser des rencontres entre les partenaires impliqués. Donc, oui, pour échanger des idées, pour apprendre à se connaître, pour connaître la réalité des autres. Donc, lorsqu'on va rentrer plus loin, ou aller plus de l'avant avec les initiatives, qu'on se connaisse d'avance peut aider. Dans tout projet, quand on lance un projet, un kick-off, souvent on met les partenaires, les personnes en contact pour apprendre à se connaître. Ça va faciliter éventuellement les échanges et les liens pour plus tard lorsqu'on va avancer dans l'initiative. Il va avoir, bien entendu, développé la présence sur les réseaux sociaux, donc pour être à l'écoute, mais aussi pour se faire connaître, pour envoyer des questions, pour avoir la rétroaction. Donc, c'est des outils qui demandent peu d'efforts, qui peuvent avoir une très grande portée, mais qui peuvent être très, très riches pour déclencher des initiatives, donc pour réfléchir. Et parallèlement à ça, de cartographier à travers ces différentes initiatives-là les besoins, les défis, les enjeux. Oui, on peut utiliser des sondages, des organisations du secteur public, les partis politiques l'utilisent bien, les organisations l'utilisent, mais utiliser d'autres outils de variété et s'assurer qu'à travers la culture, puis que les employés de notre organisation soient sensibles à ces efforts-là et qu'on donne du temps et de l'espace. D'accord? Donc, ça, c'est les activités ou les bonnes pratiques qu'on a identifiées. C'est certain que je les survole. Ça reste assez générique, mais on peut voir à travers les études de cas qu'on a détaillées dans notre rapport un peu plus concrètement comment ça peut s'opérationnaliser. D'accord? Donc, ça, c'était pour la partie détection. Au niveau de la partie capture, donc, on a séparé détection, capture et transformation pour reprendre la notion de capacité dynamique, mais il y a des bonnes pratiques, en fait, qui sont transversales, donc qui peuvent se retrouver à différents endroits. C'est pour ça qu'on voit certaines répétitions ici, entre autres dans le premier bloc qu'on a créé, donc comprendre les besoins des utilisateurs. On avait dans la partie détection, donc être sensible à ce qui se passe. Ici, dans la partie capture, c'est qu'on va aller plus en détail. On va en avoir ciblé, mais on va essayer d'encore mieux les comprendre, de mieux les cerner. Pour ceux et celles qui sont peut-être familiers avec le design thinking, donc quand en design thinking, on a la partie d'empathie, donc comprendre les réalités du client. Et là, on passe plus dans la partie de définition de la problématique qu'on veut aborder plus concrètement et déjà commencer à générer des idées. Donc, quand on parle de développer des idées, on va dans cette idée-là. Donc, on n'est pas dans la partie formalisation et plein d'investissements, mais on peut expérimenter, tester des idées relativement simplement. Beaucoup d'entreprises utilisent la notion de MVP, donc Minimal Value Product, donc tester des idées, des produits, des services le plus simplement possible pour avoir une rétroaction, pour voir on est dans la bonne direction, pour apprendre, pour faire aussi avancer l'idée. Donc, il y a toute cette idée-là. Donc, comprendre les besoins, développer l'initiative et recevoir de la rétroaction pour apprendre, pour bonifier, pour améliorer, pour encore mieux cibler ce qu'on veut générer comme produit, comme service ou comme expérience. Parce qu'ultimement, lorsqu'on a des initiatives d'innovation, c'est pour
des produits, des services ou des expériences. Et ça va nous aider aussi à identifier la valeur qu'on va générer puis pour qui. D'accord? Donc, on avait cartographie, on en avait parlé de le développement. Ici, ce qui vient se rajouter, il y a développé justement des prototypes, des petites idées, donc tester simplement, sans avoir le gros appareillage, des idées. Donc, c'est quelque chose qui est continu, qui est itératif, qui fait un lien aussi avec l'approche agile. Donc, on parle beaucoup d'agilité dans les organisations, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est d'avoir des structures simples, les moins lourdes possibles, mais dans lesquelles on va apprendre et rapidement d'avoir la rétroaction. Donc, on n'a pas besoin de lourdeur, on peut faire des choses qui vont demander peu de ressources, mais lesquelles on va pouvoir se réacheter au fur et à mesure. On a ici, il faut déjà commencer, là on est un peu plus avancé si on veut dans la mise en place d'initiatives d'innovation ouvertes. Donc, toute la partie de gestion des données, des connaissances. Donc, comment on va s'assurer de les collecter, de les conserver, de les partager. Donc, déjà réfléchir à ça parce qu'il peut y avoir des idées sensibles. Ce n'est pas tout le monde qui va devoir s'ouvrir aussi et partager. Et si on clarifie tout ça, ça va être beaucoup plus simple dans le fonctionnement même de l'initiative en tant que telle. On va voir communication ouverte et transparente. Ça passe entre autres par le cadre de gouvernance, par la confiance, par les relations qu'on va avoir avec les différents partenaires et maintenir cette relation-là. Et veut pas, on a besoin souvent à partir de l'organisation du secteur public, c'est un porteur de dossier, quelqu'un qui va être un peu le promoteur comme dans tout projet et qui va avoir à cœur d'aller maintenir ces relations-là. Et ça couvre pas mal tous les éléments ici. Les autres, on les avait abordés. Ce qui nous amène aux bonnes pratiques liées à la transformation, c'est là que le cœur, si on veut, de l'initiative d'innovation ouverte prend son sens et déployée. C'est là qu'on a souvent, on va commencer à se concentrer sur des problématiques, sur des sujets beaucoup plus précis. Et c'est pour ça qu'on a plus de pratiques rattachées à ce troisième volet-là. On a regroupé ici les pratiques en 4 éléments. Donc, soutenir une collaboration efficace, aussi bien à l'interne de l'organisation, mais avec l'ensemble des partenaires. Développer une culture organisationnelle innovante. Donc, dans l'organisation du secteur public, mais aussi avec les partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se déploie concrètement par des ateliers, par des suivis, par des hackathons. Donc, ça se peut se développer de plein de façons. Obtenir l'engagement et rappeler l'importance du support des différentes parties prenantes, aussi bien de la direction que des employés qui sont dans le day-to-day de ces initiatives-là. Et finalement, mettre des ressources informatiques appropriées en place pour faciliter les échanges, pour alléger l'ensemble de la structure et des processus qu'on va mettre en place. D'accord? Concrètement, comment ces blocs-là se déploient en termes de bonnes pratiques. Donc, au niveau de la collaboration, soutenir la collaboration de façon efficace, bon, il y avait adopté une approche agile, on avait géré les enjeux de gouvernance, impliqué les parties prenantes et la communication. Donc, c'est des éléments qui reviennent, mais qui jouent encore un rôle important à ce niveau-ci. On a ici utilisé les cadres de travail collaboratif parce que c'est pas vrai que mettre en place un outil de travail collaboratif comme Teams va faire en sorte que les organisations vont collaborer. Premièrement, la collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer, coordonner. Quand on parle de coordination, coordonner les tâches, mais coordonner les connaissances. Et ça veut dire coopérer. Donc, on doit s'assurer que le tout fonctionne bien à travers des outils comme Teams ou d'autres plateformes, mais ce n'est pas l'outil qui va faire en sorte qu'on va collaborer. Donc, on doit mettre en place des incitatifs, faire comprendre aux gens et s'assurer d'avoir ce maintien-là des échanges entre les différents partenaires. Identifier aussi à ce moment-là, parce on a commencé on va avoir ciblé une initiative plus précise et donc, quelles connaissances, quelles ressources on va avoir besoin, ça va être quoi l'apport et le rôle de chaque partenaire dans cette initiative-là. Il faut le mettre noir sur blanc avec les attentes qui sont clarifiées et s'assurer du surveillement, de surveiller en fait le déroulement, l'avancement. On parle souvent de travail invisible, mais c'est nécessaire et les organisations du secteur public vont souvent jouer ce rôle-là. Un peu dans l'ombre, mais sans ce travail-là, les projets n'arriveront pas. Vous l'avez probablement déjà vécu dans des projets. Quand vous êtes dans le milieu académique, il y a toujours une personne souvent qui va prendre un lead. Dans les organisations privées, c'est un peu la même chose. C'est du travail invisible, mais nécessaire et c'est le point auquel on fait référence ici, entre autres. Et finalement, donc, déployer l'infrastructure. Donc, s'assurer d'avoir une infrastructure qui va faciliter le travail. Donc, l'infrastructure est un outil pour faciliter, pour converger, pour échanger, pour partager, pour que toutes les connaissances, les tests, les informations soient accessibles au moment voulu, aux bonnes personnes et sur le bon format.
D'accord? Donc, ça complète la partie des bonnes pratiques. Là. On m'avait dit de faire ça en 40-45 minutes. C'est quand même, donc ce rapport, il y a beaucoup de matière. J'ai survolé le tout. Mais encore une fois, si jamais vous voulez poursuivre la discussion par la suite, avoir plus de détails, il y a le rapport. Mais c'était au moins pour vous donner une idée des éléments qui, bien entendu, ici sont assez génériques, peuvent sembler génériques, mais c'est quand on l'applique d'une certaine façon. C'est là le défi. Et c'est pour ça qu'on est allé faire des études de cas pour voir, oui, c'est bien ces bonnes pratiques-là, mais concrètement, comment ça se traduit? C'est quoi les défis? C'est quoi les pratiques que les deux études de cas qu'on a vues? Comment ils l'ont vécu. D'accord? Donc, ça nous amène vers nos deux études de cas. Donc, la première, donc c'est un partenariat aussi France-Québec. Donc, la première étude de cas, Pulsar vient de Québec, du Québec et plus précisément de Québec. Et la CISAM, vous allez voir, c'est un écosystème français, plus précisément avec l'Université Aix-Marseille dans la région. Donc, je vais en parler un peu plus tard, mais donc, on voulait pouvoir être capable de faire le comparatif au niveau aussi culturel. Donc, le premier, c'est Pulsar. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez cette initiative-là. Donc, c'est un espace collaboratif qui a été mis sur pied à la base par un partenariat entre l'Université Laval, les chercheurs et Alliance Santé Québec. Donc, ça se veut, c'est une plateforme technologique avec la base de données qui en fait regroupe l'ensemble des données collectées dans différents projets en lien avec la santé durable. Donc, la santé durable, un des défis de ce projet-là a été de définir ce qui est santé durable et comment on l'opérationnalise. Parce qu'au modo, la santé durable, c'est avoir un corps sain dans un esprit sain, dans un environnement sain et durable. Donc, c'est vraiment une approche holistique de la santé. Et donc, c'est la plateforme, mais c'est aussi une communauté de gens. Donc, je vais vous montrer un peu qui ça implique. Et c'est la mise en commun des connaissances, des ressources, des expertises, entre autres à travers différents projets de recherche, mais des projets avec des partenaires privés, entrepreneuriaux et des citoyens. D'accord? Les deux objectifs de Pulsar, c'était justement d'améliorer significativement la santé et le bien-être de la population québécoise et ultimement plus largement, et d'être capable d'accélérer toute la recherche sur la santé durable, parce que c'est un paradigme, une façon différente d'aborder les projets de recherche en santé. Pulsar, ben, c'est ça. Donc, si on regarde grosso modo l'écosystème, parce que j'ai oublié de mentionner, mais les deux projets d'innovation ouverts qu'on a regardés, on voulait s'assurer que ce soit des écosystèmes. D'accord? Écosystème au sens large, donc deux façons de définir les écosystèmes. Donc, il y a soit le réseau, et on regarde les partenaires, on regarde les connaissances, puis ultimement, en fonction des différents réseaux, on crée de la valeur, ou il y a l'autre approche de regarder la structure, donc quelle valeur on veut créer, puis après, on va chercher les partenaires et on les met ensemble. On n'a pas trop analysé la structure même de l'écosystème, mais on voulait s'assurer qu'il y a plusieurs partenaires provenant de différents milieux. Et donc, dans le projet Pulsar, on a bien entendu ici, l'Université Laval, en tant que telle, au niveau recherche, au niveau la DTI, c'est toute l'infrastructure technologique, en lien, en partenariat direct avec l'Alliance Santé Québec, mais inclusivement plein d'organismes et de sociétés de la couronne, donc des CIUS, des hôpitaux, etc., et tous les instituts, donc qui sont des partenaires de près ou de loin dans cette initiative-là. Il y a les chercheurs de l'Université Laval, mais maintenant beaucoup plus largement, les citoyens qui sont impliqués et dans la partie du bas, toutes les entreprises privées qui ont de l'expertise, des connaissances. Donc, c'est l'écosystème, si on veut, de Pulsar. Et le cœur même de Pulsar, c'est 17 personnes avec 4 comités clés. Ça a été un enjeu, en fait, d'identifier les comités, mais il y a un comité directeur pour les grandes orientations, un volet scientifique, un volet partenarial entreprises privées, un comité représentation du public. Donc, c'est comme ça qu'ils ont déployé le tout. Du côté de Pulsar, c'est une autre vision ici où on voit encore les chercheurs, les équipes, les décideurs, parce qu'ultimement, ça va être pour aider le citoyen, mais aussi les décideurs dans les grandes orientations, les décisions qu'ils vont prendre au niveau du bien public. Et finalement, le rôle clé aussi du citoyen comme source d'information, mais aussi comme partenaire pour recevoir, pour expérimenter les différentes orientations et les projets de recherche. Donc, je ne rentrerai pas plus dans Pulsar. Il y a le site web, on l'a mis dans la part. C'est vraiment une initiative unique en son genre. C'est vraiment aussi bien en termes de recherche qu'en termes de positionnement avec les organisations du secteur public que le partenariat citoyen et entreprises privées. Nous, on s'est concentré sur deux volets, sur les défis et sur les bonnes pratiques. Au niveau des défis, le premier défi que
l'équipe de Pulsar, qui a été menée par une petite équipe, ça a été de définir un mandat clair. Donc, on voulait quelque chose de clair, simple, mais qui allait vraiment permettre à tous les partenaires de viser le même objectif. Et ça, c'est un défi en soi. Ils sont arrivés dès le départ avec dès le départ. Ça a été plusieurs ateliers qui ont fait physiquement avec les gens pour échanger, pour comprendre les besoins. Donc, c'est long. Ça a l'air simple. Maintenant, mettre en place une plateforme collaborative de recherche. Mais pour arriver à cet élément-là, à travers les ateliers, il y a beaucoup d'échanges, de sensibilisation, d'écoute, de compréhension. Donc, ici, on parle de plusieurs semaines, mois de travail pour arriver à ça. Une fois qu'on a ça, ça permet d'orienter l'ensemble des initiatives. L'autre défi, ça a été justement mobiliser les partenaires et les acteurs du milieu. D'accord? Donc, c'est quoi la santé durable? C'est quoi cette initiative-là? Les gens ne savent pas à quoi se rabattre et d'aller chercher l'engagement. Et donc, quand le projet a été lancé, plusieurs personnes qui sont restées sur la ligne de côté puis qui ont regardé ça aller. Et au fur et à mesure qu'ils voyaient qu'il y avait du concret, que ça prenait cher, qu'il y avait des avantages pour tout le monde, donc ils ont commencé à embarquer. Mais l'équipe de Pulsar, c'est vraiment dit, on va travailler avec les gens qui veulent. On va commencer une petite initiative, un mindset de start-up, et là, on va construire là-dessus. D'accord? Donc, c'est une approche entrepreneuriale dans un milieu très bureaucratique qui est l'Université Laval. L'UQAM, c'est la même chose. Je ne dis pas que l'Université Laval est plus bureaucratique, mais ce genre de structures-là le sont beaucoup. Mais d'avoir ce mindset-là entrepreneurial, cette approche-là d'essayer travailler avec des partenaires qui veulent, c'était quand même assez novateur. Et ça a permis de mettre en place la philosophie Pulsar, comment cette équipe-là allait travailler. D'accord? Vraiment, comme c'était une petite PME à l'intérieur même, aller chercher les appuis dans ce contexte-là qui est assez complexe. Et pour ça, on a dû former des gens qui avaient ce désir-là, cette compréhension-là et qui avaient surtout une attitude d'ouverture, d'écoute et de transparence avec une grande sensibilité aux enjeux politiques et qui comprenaient aussi bien la recherche, les chercheurs, les politiciens et le citoyen. D'accord? Donc, c'est ce genre de profil-là qu'on a eu sur l'équipe et l'équipe se joue un rôle central. C'était quelques personnes, mais qui ont vraiment porté à bout de bras ce projet-là parce qu'on a besoin, si on veut que ça tienne, on a beau mettre en place cette structure, les gens ont des bonnes intentions, besoin d'un fil conducteur et surtout des gens qui mettent les efforts et les énergies. Par la suite, on a cartographié, donc c'est qui les parties prenantes, donc le résultat que vous avez vu tantôt d'entrée de jeu pour comprendre un peu la map monde de l'écosystème. Maintenir la collégialité, ouverture, la transparence, ça a été le rôle de l'équipe, mais ça a été aussi par l'établissement d'une philosophie en tant que telle. Ça a été aussi de positionner cette initiative-là. Est-ce que c'est juste une initiative technologique où on a une base de données sécurisée avec toutes les données qui sont partageables ou c'est beaucoup plus que ça au niveau de l'innovation? Parce qu'on va voir que c'est des projets dans la façon de faire, les changements qu'il y a eu aussi au niveau des comités d'éthique, la sensibilisation, tout ça, c'est assez important. D'identifier aussi Pulsar, oui, c'est super, mais on veut créer de la valeur pour qui? Donc, c'est qui le ou les clients? Donc, cibler ça est en lien direct avec la vision. L'approche startup, j'en avais parlé. Et ça a été un enjeu très, très important ici parce que le cadre de gouvernance a pris plusieurs années, s'assurer que les comités d'éthique comprennent ce que Pulsar voulait faire. Parce que deux changements majeurs que Pulsar a réussi à amener, c'est quand on fait des projets de recherche, souvent, au bout d'un certain nombre d'années, on doit se débarrasser des données. D'accord? Donc, Pulsar a fait comprendre que des données, si on s'en débarrasse au bout de 5 ans, on peut perdre une richesse énorme. Donc, maintenant, dans les projets Pulsar, les données sont pérennes. Donc, il n'y a plus de date de péremption au niveau des données. Donc, ça, c'est un changement majeur au niveau des comités d'éthique. Et un autre aspect important qu'ils ont amené comme changement, c'est de collecter des données, pas uniquement en lien avec l'objectif du projet de recherche mené, mais des données plus larges, même si on ne sait pas encore à quoi ça va servir, de collecter des données, de les garder et de faire un lac de données. Donc, elle est peut-être plus tard servir. Donc, cette idée-là de collecter des données, même si on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire, pour les comités d'éthique, c'est un changement majeur et ça a pris beaucoup d'efforts et d'énergie. Ça peut sembler simple, mais il y a un changement de paradigme ici qui a demandé vraiment beaucoup de débrouillardise, de persévérance de l'équipe. D'accord? Donc, ça, c'est les défis. Le cas est quand même est bien décrit. Il y a beaucoup plus d'informations. De notre côté, en fait, ce projet-là, on poursuit. Il y a 2 semaines, on a contacté Pulsar et on va faire d'autres. En fait, on va poursuivre cette étude de cas-là parce qu'on se rend compte que c'est beau de lancer ce genre d'initiative-là, mais si on veut que ça soit pérenne,
ça prend des pratiques à mettre en place. Nous, on a étudié quelques années, mais on voit qu'à travers le temps, il y a des changements de garde, il y a différentes personnes, les intérêts changent. Et comment on s'assure de faire évoluer le projet dans le temps pour maintenir sa pertinence? Donc, on va poursuivre avec Pulsar cette étude de cas-là. Le deuxième volet qu'on a regardé avec Pulsar, ce sont les bonnes pratiques. Et je vais vous épargner, en fait, le détail. Vous pourrez aller voir dans le rapport comment, en fait, Pulsar a mis en place de façon plus opérationnelle les bonnes pratiques qui ont été identifiées. Donc là, je vous ai mis un petit bout de tableau. Là. Il y a quelques pages de tableau. Donc, avec la description du cas. Donc, si vous voulez vous inspirer, voir comment ça a été fait. Mais je vais amener votre attention plus sur peut-être d'autres bonnes pratiques qu'on n'avait pas identifiées dans notre revue littérature, mais qu'on a jugées intéressantes et qui, selon nous, peut être transférables à d'autres organisations du secteur public ou à d'autres organisations privées qui voudraient lancer des initiatives d'innovation ouverte. Donc, les 3 bonnes pratiques ici qui ont été identifiées, excusez-moi, c'est peut-être un peu petit, mais le premier, c'est obtenir l'appui de tous les partenaires lors des décisions majeures ou stratégiques en lien avec l'objectif commun. Donc, ce que l'équipe de Pulsar a fait, oui, ça a pris du temps, oui, c'est laborieux, oui, c'est plus lourd, mais les décisions clés n'ont jamais été prises par un seul partenaire ou un seul comité. Tout le monde a été consulté, donc pour s'assurer d'avoir l'écho, que ça soit bien ciblé, bien compris, pour sensibiliser et pour s'assurer à travers le temps que tout le monde garde ce sentiment d'appartenance-là par rapport au projet. Donc ça a été assez important dans ce projet-là. Tantôt, on a dit analyser les parties prenantes. Oui, analyser les parties prenantes, mais aussi établir la carte politique et les enjeux. D'accord? Donc, chez Pulsar, dans l'équipe, ils ont fait l'identification de toutes les parties prenantes, mais sont mis à caractériser les jeux de pouvoir potentiels, les enjeux, pour aider à naviguer à travers les aspects politiques. Et s'assurer, donc, Pulsar s'est retrouvé devant une mer de possibilités. D'accord? Trop de projets pour ce qu'on peut faire. Et on a développé à travers un mode itératif des mécanismes de priorisation avec les principaux comités pour s'assurer de mettre les bons énergies aux bons endroits et de garder aussi cette idée-là de dire, donc, on fait une initiative, on la fait, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qui va être transférable? Un peu comme l'agilité en gestion de projet où on prend Scrum, pour ceux et celles qui sont familiers, où on va faire l'initiative, mais à la fin, on présente à notre client pour avoir la rétroaction, mais l'équipe en tant que telle, suite à une micro-initiative ou une phase d'un projet, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour s'améliorer. Donc, cette idée-là était très présente, est présente dans l'équipe Pulsar. D'accord? Donc, ça, c'était pour Pulsar au niveau des défis, des bonnes pratiques. Et finalement, dernièrement, on a le cas CISAM. Donc, le CISAM, c'est pour la Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par Aix-Marseille Université et 2 entreprises privées, CMA, CGM et le groupe Lustan, qui sont 2 très, très gros employeurs et 2 entreprises importantes en Provence, mais au niveau de la France. Et l'idée, en fait, je peux peut-être ramener les objectifs ou l'objectif principal de la CISAM. En fait, développer un guichet unique sur le territoire d'Aix-Marseille pour faciliter l'accélération, la mise en relation, aussi bien donc des chercheurs, des entreprises privées, des entreprises publiques et des citoyens pour faciliter l'innovation. D'accord? Donc, c'était vraiment le but derrière. La manière dont la CISAM s'est déployée, ça a été à travers un bâtiment qui ont appelé un bâtiment totem, donc un lieu physique de rencontre, d'échange, de partage, où l'ensemble des partenaires allaient avoir des satellites pour faciliter justement le partage d'idées, se rendre dedans, des rencontres, et où il y allait avoir des services qui allaient être offerts par la CISAM à l'ensemble de ces partenaires-là. D'accord? Donc, ici, je vous présente rapidement le parcours qui a été mis de l'avant. Donc, excusez-moi. Un des premiers défis a été justement de dire, donc, ça va être quoi la CISAM, ça va être quoi son rôle, puis ça va être quoi la valeur ajoutée, et surtout, comment on va se positionner en tant qu'organisation à travers l'écosystème de partenaires et comment on va pouvoir accompagner à travers le parcours. Donc, c'est un peu le parcours de l'innovation, que ça vienne des entreprises privées, du secteur public ou du citoyen. Comment on va pouvoir les accompagner et quels vont être les rôles de chacune dans ces différentes phases-là. Donc, on a l'Université Aix-Marseille, les différents instituts, les centres de recherche, les centres de valorisation. Donc, il y en a une multitude, mais
sur le territoire d'Aix-Marseille. On voulait un peu faire du ménage, s'assurer d'avoir un seul point d'accès pour clarifier et faciliter ce parcours-là. On a les incubateurs, les accélérateurs qui proviennent des différentes entreprises. Donc, ça, c'est grosso modo le parcours. Et le défi pour la CISAM a été de développer une vision commune, s'assurer d'avoir aussi une c'est quoi la pertinence, comment ils vont se positionner, c'est quoi la valeur ajoutée de la CISAM et donc de mettre noir sur blanc le parcours avec les différents partenaires déjà facilitait beaucoup le tout. Voir aussi le positionnement, d'accord? Comment la CISAM va se positionner? Et donc, bien entendu, ils sont allés voir d'autres initiatives. Ils sont allés voir le MIT Node à Hong Kong ou le Jurong District à Singapour. Ils sont allés voir Israël, ils sont venus voir le quartier de l'innovation à Montréal. Donc, il y a ce genre de secteur d'innovation partage qui existe. Et là, de l'amener à la sauce ex-Marseille régionale et surtout en fonction des acteurs, des attentes les différents partenaires. Donc, bien positionner le tout. Ce qui a amené la mise en place d'une structure de fonctionnement. Le but, c'est d'avoir une structure de fonctionnement pour que ça soit clair, mais le plus simple possible avec le moins de lourdeur possible. Donc, avec un comité de pilotage pour les orientations, des groupes de suivi, des groupes de thématiques donc pour organiser tout ça. Et bien entendu, avec cette idée-là d'être itératif et de s'adapter au fur et à mesure que le projet avance. Ça a été aussi important de clarifier les rôles des partenaires et suite aux différents échanges, il y a eu l'émergence d'un rôle clé, en fait, qui sont les business developers, qui travaillent à la CISAM, qui deviennent un peu des courtiers ou des brokers ou des facilitateurs. Donc, personne qui va avoir vraiment une connaissance de tout l'écosystème, où se trouvent les connaissances, les liens, les ressources, les façons de faire, qui connaît la législation, tous ces éléments-là qui vont pouvoir accompagner différents partenaires à travers différentes idées à travers ce parcours-là. Donc, ça devient, comme je le mentionnais, soit une espèce de courtier ou de facilitateur. Et ces business développeurs-là vont bien connaître aussi l'ensemble des connaissances, des expertises. Parce que un des buts derrière aussi, c'était de faire en sorte d'être capable de valoriser, de mettre de l'avant l'ensemble des expertises disponibles à Aix-Marseille Université. Il faut comprendre que c'est la plus grande université francophone sur la planète, ou l'une des plus grosses, du moins en France, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, Amandine. C'est 4500 chercheurs, c'est 122 laboratoires, c'est plein d'implications dans plein d'initiatives. Donc, énormément de connaissances. Ça peut être très, très difficile de savoir quel est la porte d'entrée, comment configurer le tout. Donc, ça a été, en fait, la valeur ajoutée de la CISAM est à ce niveau-là. D'accord? Donc, un peu de speed dating et s'assurer d'accompagner les initiatives à travers le différent parcours. Donc, ça, c'était les principaux défis qui ont été mis de l'avant. Encore une fois, on a du côté de ce projet-là identifié comment chacune des bonnes pratiques ont été déployées dans le cas de la CISAM pour vous donner des idées plus concrètes de comment on peut mettre ça de l'avant. Et deux bonnes pratiques ou actions organisationnelles que la CISAM a mis en place qui, selon nous, peuvent être pertinentes peut-être dans d'autres cas d'innovation ouverte menés par des organisations du secteur public. C'était de supporter et d'accompagner les acteurs de l'écosystème, d'accord? Donc, jouer le rôle de facilitateur, donc de mettre de l'argent, des ressources pour s'assurer une communication, une compréhension et un accompagnement pour faciliter le travail des différents partenaires à travers toute l'expérience et qu'on ait une meilleure compréhension de cet écosystème-là. Et rattaché à ça, donc, développer une compréhension en langage commun, formel, puis aller répandre un peu la bonne nouvelle, c'est le carême. Là. Donc, répandre la bonne nouvelle aux différents partenaires, aller chercher les échos. Donc, avoir ce rôle-là, si on veut, de lien et de facilitateur. D'accord? Donc, ça, c'était pour le cas CISAM. Conclure rapidement pour se laisser un peu de temps pour pouvoir, j'espère, échanger. Donc, comme vous le savez, vous l'avez peut-être constaté, donc les organisations du secteur public subissent d'énormes pressions financières, technologiques, environnementales, pandémiques, name it. L'innovation ouverte n'est pas la solution et une des solutions envisagées. D'accord? Par contre, le défi, il y a plusieurs défis à surmonter, mais il y a des actions organisationnelles possibles à déployer. Le plus grand défi maintenant pour les organisations du secteur public, selon nous, c'est de contextualiser ces actions-là. Donc, quelle action on fait à quel moment, comment, quelle configuration aussi d'action on fait et on l'adapte à notre culture, à notre partenaire, à notre réalité. Et il faut s'assurer aussi comprendre que ça va changer à travers le temps, c'est dynamique, c'est pas stable, ce qui crée
des nouveaux défis, mais en même temps qui est hyper stimulant. Donc, sur ça, ça terminerait la rencontre ici. J'ai dépassé un petit peu, Geneviève, je m'en excuse. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Donc, Geneviève, je ne sais pas si tu as eu des questions de ton côté. Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Je te remercie, Simon. C'était vraiment extrêmement intéressant et extrêmement pertinent actuellement dans le contexte. J'espère qu'on a beaucoup de gens de différents ministères qui écoutent actuellement. Moi, je vais t'en poser quelques questions. Super. Ben, j'en avais préparé une parce qu'on m'en avait envoyé une d'avance. Fait que veux-tu que j'aille avec celle-là ou on va y aller avec les tiennes? Non, vas-y, commence. Donc, je l'avais même intégré dans ma présentation. Donc, la question qui m'était envoyée, c'est outre les aspects politiques propres à une organisation publique, quelles sont les différences entre, en termes d'enjeux et d'actions pour les organisations, les innovations ouvertes dans le cas des entreprises privées versus le secteur public? Donc, on ne s'est pas penché du côté, on n'a pas fait une étude comparative entre comment les bonnes pratiques et les défis sont vécus dans les entreprises privées versus les entreprises publiques. Selon moi, il doit y avoir quand même pas mal de similitudes en termes de la nature même des bonnes pratiques qui pourraient être transférables, surtout si on a des initiatives d'innovation ouverte du privé, mais impliquant des entreprises, des organisations du secteur public et ou du citoyen. Ce qui va, là, ça va être, si c'est une entreprise privée qui prend un peu le lead sur ce projet-là, il va y avoir peut-être des enjeux de réglementation, de partage, de brevets, etc., qui vont être un petit peu peut-être différents. Ça va être peut-être dans la partie de la technicalité, mais les pratiques qui ont été mises en place peuvent, selon moi, être transférables, mais adaptées à la réalité d'une entreprise privée. En espérant que je réponde bien à la question. Sinon, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Geneviève. Tantôt, brièvement, parlé du fait que vous souhaitez poursuivre ces Oui, travaux-là. Est-ce que tu peux définitivement. en dire davantage là-dessus? Oui, en fait, comme je l'ai mentionné un peu rapidement, donc Pulsar, donc on a collecté les données il y a quelques mois, mais Mathieu est en contact avec justement un des représentants chez Pulsar. Et il y a 2 semaines, Mathieu et moi, on était en rencontre avec lui pour voir comment ça avait évolué, c'est quoi les changements. Et là, il y a par exemple au niveau de l'Université Laval, il va y avoir peut-être un changement de direction. Il y a des élections, si je ne me trompe pas, Mathieu, bientôt. Donc, si on change les dirigeants au niveau du vice-décanat, la recherche, financier et tout, ce n'était pas leur projet. Comment on s'assure de pérenniser tout ça? Il y a aussi au niveau de l'ASQ, donc l'Alliance Santé Québec, des changements de garde. Et là, donc le projet qui était porté par certaines personnes qui ont quitté pour des bonnes raisons, pour d'autres. Là, comment on maintient ça? Donc, c'est comment on fait évoluer tout ça, les transformations? Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'on réoriente? Donc, on veut regarder tout ça de ce côté-là. Du côté de la CISAM, il y a aussi eu des changements entre l'idée initiale, la réalité du terrain, les besoins, puis c'est en l'utilisant qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on avait bien identifiées, d'autres qu'on avait sous-estimées, qu'on n'avait pas vues. Là, on revoit la pertinence à travers la pratique. Et c'est ce qu'on veut aller documenter, comment justement on s'assure de faire vivre ça et que ça a toujours une pertinence pour les différents partenaires et qu'on arrive ultimement à créer de la valeur. Donc, c'est ça la finalité. Intéressant. Voilà. J'inviterais peut-être tes collaborateurs s'ils ont des éléments qu'ils souhaiteraient ajouter. Est-ce que Amandine, Thibault, Mathieu, vous souhaitez ajouter quelque chose? Ils sont très silencieux. Oui, ben c'est ça. Moi, je leur ai dit, vous ne parlez pas. Je leur ai donné de l'argent pour pas qu'ils ouvrent la bouche. Non, mais effectivement, de par votre expérience, parce que donc, Mathieu nous a permis d'avoir accès au terrain, entre autres, chez Pulsar. Amandine nous a donné accès à 6 ans, mais on avait aussi une autre étude de cas qui flotte aussi, qui est plus un échec, mais pas un échec, une réinvention aussi de tout ça. Et c'est fascinant de voir un peu les liens. Et là, c'est de voir un peu comment on va poursuivre ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des éléments, Mathieu, Amandine ou Thibault. Non, juste pour oui, revenir sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a pris les projets à des moments différents aussi de création des projets. La CISAM, c'était vraiment quelque chose qui était en train de se créer, de se mettre en place. Et donc, c'est vrai que d'avoir un suivi de ces projets un peu plus sur du long terme, ça va nous permettre de voir des dynamiques avec la pertinence de certaines actions à des moments clés. Et donc, c'est vraiment ça l'idée dans les suivis CISAM et Pulsar.
on aurait aimé ça avoir une recette magique, mais ce n'est pas comme en pâtisserie ou une recette exacte qu'il faut suivre. C'est vraiment du cas par cas et c'est un peu la difficulté de voir qu'est-ce qui est un peu transversal, puis après comment on l'adapte un peu à notre sauce. Mais c'est fascinant parce qu'il y a tellement de partenaires, la complexité derrière tout ça. Voilà. Au revoir, Catherine. Catherine vient d'écrire dans la discussion. Merci, à bientôt. Et donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Je répète, le rapport est disponible. Nos coordonnées sont disponibles. On est toujours disponible pour échanger. Si vous avez des terrains, si vous voulez poursuivre, vous faire accompagner, on est toujours là parce que c'est un sujet qui nous passionne, sur lequel on espère travailler encore tout plein d'années.